La première, 9h-10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Jugement du tribunal licencie tous les travailleurs des forces de Clabecq. Nous comprenons parfaitement le désarroi des travailleurs. L'affrontement était inévitable, il a été violent. Comment en est-on arrivé là ? Une usine qui ferme, une région qui s'embrase, un pays qui s'inquiète. La fermeture des forges de Clabecq durant l'hiver 1997 a marqué par son ampleur et est devenu un symbole. Le symbole d'une décennie marquée par une mondialisation galopante. Face à ce rouleau compresseur, la Belgique des années 90 a été le théâtre d'une lutte sociale âpre, parfois violente, mais aussi rassembleuse d'une partie de la société civile. Aujourd'hui, alors que l'Europe s'interroge sur sa souveraineté économique, le conflit des forges de Clabecq résonne comme la chronique d'une désindustrialisation annoncée. La première, L'histoire continue. Bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro de l'histoire continue. On s'est dit qu'avec notamment la fermeture de Cora très récemment, d'Audi Bruxelles aussi, puis un peu plus loin le conflit de Delhaize, on s'est dit que ça valait la peine de prendre notre machine à remonter dans le temps pour faire le point sur près de 30 années qui nous séparent de la fermeture des forges de Clabecq. Parce que c'est un conflit majeur dans sa durée, dans son ampleur, dans sa médiatisation, parce qu'il permet sans doute de mesurer le temps qui a coulé depuis sur cette société belge qui a vécu durement cette accélération de la mondialisation dans les années 90, une Belgique d'en bas, si on peut le dire comme ça, qui a traversé en même temps l'affaire du trou, suscitant un sentiment d'abandon et de méfiance dans une partie de la population. L'enjeu de l'émission est au moins double. On va essayer de voir comment ces conflits sociaux ont évolué depuis lors, le regard que nous portons sur la question du travail, de l'économie, de la solidarité, l'inquiétude du déclassement, du chômage de masse, duquel on ne sortait que difficilement dans les années 90, vous allez l'entendre, transpire dans toutes ces archives. L'autre angle passionnant est aussi d'observer comment les questions de souveraineté économique mises en avant par les travailleurs de Clabecq qui demandaient la protection des pouvoirs publics résonnent encore aujourd'hui. Des travailleurs qui refusaient de trouver normal de fermer leur usine, de perdre leur emploi alors que l'on achetait de l'acier, par exemple venant de Chine ou d'ailleurs. Or, à l'heure de la remise en question de la mondialisation depuis le Covid, eh bien cette question-là, elle revient aujourd'hui en pleine figure de l'Union européenne. Pour en parler avec nous, deux invités. Marc Sirlero, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc journaliste politique à la RTBF, on va quand même le repréciser, nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent bien. Bonjour Jean-François Neven. Bonjour. Vous êtes chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles où vous enseignez le droit des relations collectives de travail. On va se replonger dans nos archives et raconter cette histoire. Mais d'abord, une petite question à tous les deux, pour commencer assez brièvement. Pour ceux qui ont un souvenir lointain de cette époque, ou qui étaient trop jeunes pour s'en souvenir, les forges de Clabecq, est-ce que c'est comparable à la crise sociale, par exemple, qu'on vit avec Cora, qu'on a vécu avec Audi ou Delhaize, Marc Sirlero, où il y avait quelque chose de différent? Un conflit social n'est jamais semblable à un autre. Les raisons ne sont pas les mêmes. La fermeture de Cora n'a rien à voir avec ce qui arrive aux forges de Clabecq ou la sidérurgie dans les années 90. En tout cas, c'était le signe que quelque chose n'allait plus dans ce qu'on avait sur le plan industriel, puisque dans ce courant des années 90 et au début des années 2000, la sidérurgie wallonne, qui était très puissante, elle s'est effondrée et aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de ce fleuron industriel wallon. C'est vrai que ça a été un moment de questionnement sur le modèle économique également, cette faillite de forges de Clabecq. Votre réponse, vous, Jean-François Neven, voilà, quand on voit aujourd'hui des licenciements collectifs, il y en a encore, et il y en a eu beaucoup ces dernières années. Est-ce que les forges de Clabecq ont quelque chose de comparable ou pas ? Oui, alors il y a quelque chose de comparable, et de mon point de vue, ce qui est important, ce sont les interventions des tribunaux, les interventions des juges par rapport au conflit collectif. Alors dans le cadre des forges de Clabecq, il y a eu une intervention on va l'entendre. On va l'entendre, et il y a eu notamment un arrêt de la cour d'appel qui a fait beaucoup de bruit, mais ça résonne avec ce qui se passe aussi actuellement dans le cadre de conflits sociaux. J'ai en tête évidemment la dernière affaire
qui a été tranché par la Cour d'appel de Liège, confirmé par la Cour de cassation, puis par la Cour européenne des droits de l'homme, du blocage du pont de Cherat et des condamnations qui ont suivi. Plus généralement, ce sont les interventions des juges dans le cadre des requêtes unilatérales pour bloquer les piquets, etc. Et on a vu que dans le cadre du conflit social de Delhaize, ça avait été très très présent et que ça avait joué un grand rôle. Je suppose qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que, à l'époque, dans le cadre des forges de Clabecq, il me semble que ce type d'intervention judiciaire n'avait pas vraiment eu lieu. En effet, on va l'entendre puisqu'on va se replonger dans nos archives. Le long du canal Bruxelles-Charleroi, il y a près de Tubize un dédale de tuyaux, de tôles rongées par le temps. Il y a la silhouette d'un haut fourneau qui ne crache plus depuis 3 mois. Tout ici raconte la faillite d'une des plus importantes entreprises sidérurgiques de Wallonie. Ils sont presque 1000 au petit matin. Une marée de casques de chantier, de vareuses rouges emplissent un hangar des forges de Clabecq. Aucun bruit de machine ce matin-là, tout est à l'arrêt. Mais la colère gronde, du bruit des tôles que les hommes tambourinent. Sans avenir et sans salaire, ce matin, un bon millier d'ouvriers du site veulent crier leur colère. Ils se regroupent pour aller manifester. Certains montent dans des grands bulldozers, d'autres prennent des bâtons qu'on leur distribue. Ils se dirigent vers l'autoroute, toute proche. Leur objectif, bloquer la circulation une demi-heure. Mais au moment de monter sur l'autoroute, Nous sommes dirigés dans l'entrée de l'autoroute et quand on a commencé à monter sur l'entrée de l'autoroute, on a vu de la gendarmerie sortir des bois comme les Indiens avec leurs engins et tout. Et donc il n'y a pas eu le temps de réaction et on s'est trouvé directement à la confrontation. Comme des Indiens, les policiers étaient en effet disposés dans les fourrés afin de prévenir une occupation jugée dangereuse de l'autoroute. Mais au pied de l'autoroute, alors qu'ils s'apprêtaient à dresser barrage, une nuée de gendarmes est sortie des taillis et derrière eux, un véritable escadron de véhicules est venu prendre position pour empêcher les manifestants de passer. L'affrontement était inévitable, il a été violent. Les autopompes sont passées à l'action, les bulldozers ont chargé. En une demi-heure de temps, les dégâts étaient là considérables. L'altercation a fait 10 blessés, dont un grave parmi les manifestants. Les autopompes se mettent en route, mais elles ne peuvent rien contre les bulldozers. Une fourgonnette est écrasée, un camion retourné. Le métal plie, les vitres éclatent sous les caméras de télévision. Les policiers et les manifestants en viennent aux mains. Une bataille rangée qui dure une petite heure et fait les gros titres. Une question dans les médias, comment en est-on arrivé là ? Vous avez certainement en mémoire les affrontements très violents qui ont opposé hier les manifestants des forges de Clabecq à la gendarmerie sur l'autoroute E19. Des heurts qui ont fait 25 blessés et qui ont causé des dommages matériels très importants. Comment en est-on arrivé là ? C'est évidemment la question qui se pose et il est difficile d'y donner une réponse. C'est aujourd'hui un véritable dialogue de sourds entre les gendarmes et les manifestants des forges. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, tout commence en décembre 1996. Les forges de Clabecq déposent le bilan devant le tribunal de commerce de Nivelles. En activité depuis le milieu du XVIIIe siècle, les forges ne font plus le poids désormais face à la mondialisation qui a submergé les années 90. Après Renault-Villevorde, Clabecq vient s'ajouter à la longue liste des usines en restructuration. La région wallonne a bien tenté d'intervenir, mais fin 1996, la Commission européenne a considéré son sauvetage comme une aide d'État illégale. Le couperet est tombé. L'industrie de l'acier, comme avant elle, celle du charbon, ne sont plus vraiment la priorité du moment. Les forges et leurs 1800 travailleurs courent donc vers le licenciement. À Tubize, dans le crachin hivernal, les ouvriers communaux décrochent les décorations de Noël. Pas de fête cette année. On n'ose plus rien dire parce que tout va très mal. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qui se passe. On est à une semaine de la Noël et bon,
Je rentre des cadeaux et tout, je n'ai pas encore vendu un seul. Partout, les propos sont les mêmes. Déception vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de ceux qui prennent les décisions et inquiétude du lendemain. Les gens ne savent plus payer, les gens achètent moins, le chiffre d'affaires a baissé en général très fort. Voilà. Chez les ouvriers, la colère prend rapidement le dessus sur la sidération. Colère envers des patrons jugés passifs, colère sur l'Europe qui n'intervient pas, colère sur la région accusée de trahison, colère sur les banques qui se seraient enrichies. Un sentiment d'abandon complet. Dès le lendemain du dépôt de bilan en décembre 96, un homme émerge de la marée des ouvriers qui se réunit tous les jours à Clabecq. Les caméras sont là et elles se tournent vers Roberto D'Orazio, délégué FGTB. Visage rondouillard, lunettes fumées, accent italien rocailleux, il parvient à trouver les mots qui mobilisent les ouvriers. Le monde politique et le monde financier nous ont lancé un défi, ils vont pécher. Roberto D'Orazio annonce la couleur. Le sauvetage des forges, qu'il espère bien réussir, passera par un combat politique contre le capitalisme, contre les banques et le monde politique accusé d'avoir trahi. Roberto D'Orazio va devenir la figure centrale de cette histoire. Face à lui, les curateurs nommés par le tribunal pour gérer la faillite. Leur plan, licencier les 1800 ouvriers, en réembaucher temporairement 1300. Objectif, redémarrer l'outil, honorer les commandes, restructurer l'entreprise pour attirer un repreneur. Mais les syndicats s'y opposent. Le jugement du tribunal licencie tous les travailleurs des forges de Clabecq et pense qu'une partie d'entre vous va accepter un contrat d'1 mois pour venir vider les stocks. Parmi les curateurs, Alain Zenner. Silhouette longiligne, lunettes, costume parfait. Pour l'avocat, et par ailleurs député libéral, il n'y a pas d'alternative au licenciement. Nous n'appellerons pas les gendarmes pour faire travailler les travailleurs. S'ils ne souhaitent pas travailler, c'est leur responsabilité. Mais je pense que l'attitude actuelle est notamment due à des erreurs de perception ou une information inadéquate. La réponse de Roberto D'Orazio est cinglante. Pas question de licencier tout le monde et de ne réembaucher qu'une partie. Devant la foule des ouvriers venus aux nouvelles, le délégué FGTB s'en prend personnellement à Alain Zenner, accusé d'être un homme de main de Louis Michel, le président du Parti libéral. Il est au Parti libéral et c'est un homme de main de Louis Michel. Tous ceux qui sont pour la démission de M. Zenner, il lève la main maintenant. D'Orazio contre Zenner. La saga des forges de Clabecq tient maintenant ses deux protagonistes et tout les oppose. Ouvriers contre avocats, FGTB contre curateurs, gauche contre droite, prolétaires contre bourgeois. Le conflit social chez Clabecq prend une charge symbolique qui le dépasse largement. Le 2 février 1997, la délégation syndicale organise une marche pour l'emploi. Dans le grand froid de cet hiver-là, ils sont 50 000 à rejoindre Clabecq, un succès inespéré. 30 000 selon la gendarmerie, 60 000 selon les organisateurs. Ils étaient probablement aux alentours de 50 000. En tout cas, plusieurs kilomètres de bouchons et un cortège qui n'en finissait pas. Impossible de citer ici toutes les délégations qui ont rejoint le mouvement, des étudiants aux enseignants en passant par les parents d'enfants disparus. Ils étaient venus des 4 coins du pays et même de France. Et la sidérurgie française, on connaît, ça fait beaucoup de ravages. Et c'était déjà la politique européenne à l'époque. C'est de ça qu'on est victime, tous. Manifestation très bon enfant, dans laquelle d'ailleurs les enfants étaient très nombreux. Pourquoi es-tu là? Pourquoi tu marches? Le travail de mon papa. Travaille où? À Clabecq. Au fort de Clabecq. Enseignants,
Ouvriers de Renault-Villevorde, artistes, associations en tout genre, l'inquiétude que génère la mondialisation de ces années 90 a rassemblé largement des citoyens de toute la Belgique. On a beaucoup d'enfants dont les parents travaillent aux Forges de Clabecq et forcément ça nous solidarise vraiment beaucoup. Et puis même l'emploi ça nous concerne, on est jeunes. Même les gens de spectacle doivent être là pour montrer qu'on est avec eux, solidaires vraiment avec eux. Et surtout qu'il y a aujourd'hui une manifestation interprofessionnelle au-delà des égoïsmes qui se sont fait jour ces derniers temps. Je crois qu'on retrouve enfin la solidarité et peut-être que c'est l'aube de temps nouveaux qui se lève aujourd'hui. On vient de la région d'Attu. Ça fait longtemps que chez nous on a fermé les usines, mais enfin on vient appuyer les gens qui se battent encore ici. Le problème est que faisons-nous puisqu'il y a moins d'emplois et puisqu'il y aura de moins en moins d'emplois. Il y a eu la marche blanche aujourd'hui, espérons que ça continue comme ça. Commencer à se réunir, à réfléchir et à montrer qu'ils sont capables de prendre leur vie en main et le monde en main surtout. Dans cette Belgique marquée depuis quelques mois par l'affaire du trou, la marche multicolore pour l'emploi se mue en une nouvelle marche blanche. Les parents d'enfants disparus, figures très rassembleuses, sont là, au milieu de la foule, et sur le podium qui se dresse devant le haut fourneau. Seule la solidarité va nous réunir et la solidarité vaincra dans tous les domaines. Et qu'on doit se battre surtout pour des valeurs. Et la valeur, c'est la justice à tous les niveaux, que ce soit la justice pure ou pour le travail. Je crois que le travail est une valeur, qu'on a droit au travail pour nos enfants, quand ils seront adultes, et pour nous, parents, pour pouvoir aider ces enfants à devenir des adultes. Quand le pâle soleil d'hiver finit par disparaître, Roberto D'Orazio prend enfin la parole. Les 50 000 personnes présentes ce jour-là l'écoutent en silence. Dans son discours, le sort des travailleurs et des enfants disparus s'entremêle. C'est nous qui devons régler ce problème. Parce que c'est nos enfants que l'on assassine. C'est nous les travailleurs. C'est nous qui devons nous organiser. C'est nous qui devons surveiller ce système. Soit nous l'empêchons de dégénérer, soit, camarades, il ne faut pas hésiter et il faut le changer. La marche multicolore du 2 février est un succès immense pour les syndicats des Forges de Clabecq. La pression sur les autorités est par conséquent énorme, car ils ont réussi à réunir autour de leur cause une bonne partie de l'opinion et aussi des médias. Roberto D'Orazio devient ce jour-là une figure publique majeure. Mais son image va rapidement se dégrader. Quelques jours plus tard, le 7 février, une réunion a lieu entre les curateurs et les syndicats dans un hôtel, le Relais du Marquis, à Ytre. Alors que les journalistes attendent les résultats de cette réunion, Alain Zenner, le curateur, celui que tout oppose à Roberto D'Orazio, en ressort plus tôt que prévu. Il a le visage tuméfié, les lunettes cassées et le costume maculé de sang. Voilà comment Alain Zenner, le président de la curatelle de Clabecq, est arrivé cet après-midi à Ytre. Il avait convoqué la presse pour annoncer qu'il se trouve dans l'impossibilité de reprendre les activités aux forges. Mais moins d'une heure plus tôt, une vingtaine de personnes de l'entreprise ont interrompu la réunion qu'ils tenaient avec les cadres de la société et des coups ont été échangés. Alain Zenner, curateur agressé, décide de se présenter devant la presse, le visage en sang. L'image est marquante et c'est bien son objectif, profiter de ce dérapage de quelques travailleurs pour tenter de regagner des points dans l'opinion après le succès de la marche multicolore. Combat d'image et de communication sur fond de catastrophe sociale. Essentiellement parler de l'avenir des forges dans ce débat, c'est ça l'idée. 2 jours plus tard. Bien évidemment, on ne peut pas laisser passer sous silence ces incidents. Il suffit de vous voir, Monsieur Zenner. Que s'est-il passé vendredi? Les 2 hommes se retrouvent face à face, sur le plateau de Mise au point à la RTBF, qui pour le coup devient Mise au point avec un G à la fin. Alain Zenner, les yeux pochés, point de suture sur l'arcade, se retrouve à quelques mètres de Roberto D'Orazio. Excusez mon émotion, la manière dont ça se passe, ça nous ramène 50 ans en arrière, après la ratonnade dont nous avons été victimes. Tous les cadres qui étaient présents
ont été alignés le long du mur. Et M. de Radio a fait son choix, personne par personne. Ceux qui pouvaient sortir et ceux avec lesquels il avait des comptes à régler. C'est ainsi que ça se passe. Ce sont ce que j'ai pu vivre, ce sont des pratiques qui, derrière des discours de l'extrême gauche, relèvent en fait de l'extrême droite. C'est la menace constante, c'est la ratonnade, c'est dont nous avons été victimes. Menace constante contre qui, contre quoi? Oh, c'était des menaces contre nous-mêmes, contre nos enfants, notamment de la part de M. de Radio personnellement. La réponse de Roberto de Radio est totalement incongrue. Concret, hein, ça se voit, je veux dire. Mais je ne vais pas nier les faits, mais je continue à répéter que dans ce pays, il y a une justice, il y a la gendarmerie, elle doit faire l'enquête, elle doit répondre à ça. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi M. Zener dit « je ne porte pas plainte, je m'attendais à ça ». Alors, vous les menacez? Mais je ne menace personne, monsieur. Moi, j'essaie de dire ceci. Oui, c'est vrai que parfois, quand je fais des conclusions, certains les transforment en menaces. Quand je dis attention, parce qu'un problème comme les travailleurs des forges de Clabec, un problème comme celui de mettre 2000 familles dans la rue sans des revenus nécessaires, va entraîner des dérives. Dès que je dis ça, que ça va entraîner des dérives, c'est lui. Roberto de Radio ne condamne pas la violence. Au contraire, il semble la justifier. Ce sera la séquence de trop. Michel Nollet, le président de la FGTB, intervient et pour la première fois dénonce publiquement son délégué. Triste spectacle qui n'est pas digne du combat que mènent les gens de Clabec. Quelle image du syndicat donne M. de Radio? De Radio est devenu une vedette ces dernières semaines et toute la structure syndicale a été mise sur la touche. Oui, mais son attitude, vous la condamnez? Je condamne tout ce qui est violent, de la part de Dorazio et de tout autre membre de la FGTB, ça c'est évident. À partir de ce moment-là, la FGTB se passera de Roberto de Radio. Le héros de la marche multicolore est mis de côté, mais il reste actif sur le terrain. Et il continue à maintenir une ligne dure, soutenue de plus en plus par la gauche radicale, dont le PTB, à l'époque encore un groupuscule. Le 28 mars, il organise le fameux blocage de l'autoroute entre Bruxelles et Paris. La bagarre a fait 10 blessés, dont un grave de chaque côté. Il a fallu les bombes lacrymogènes pour faire lâcher prise aux manifestants. Les travailleurs de Clabec veulent occuper pendant une demi-heure l'autoroute pour pouvoir protester parce qu'ils perdent leurs emplois. Et on est toujours confronté aux forces de l'ordre. Van de la Note, il doit avoir un fameux problème. Un fameux. Il a raison, vous allez chez lui, Robert. Mais de toute façon, il faut se dire les vérités. Vous n'allez quand même pas les passer à la TV. Il suffit de mettre un socialiste à un ministère pour que ça tourne mal, c'est tout. Pas vous poser d'autres questions, vous le savez mieux que moi. La violence comme ça ne vous dessert pas. Pas de violence, s'il vous plaît, madame. Je sais bien que vous êtes payé par la RTV pour nous les pomper, mais arrêtez un petit peu. Pour ces faits, 13 syndicalistes seront jugés. Mais à l'époque, la justice évite de se mêler des conflits sociaux. Ils seront acquittés ou bénéficieront de la suspension du prononcé. À la fin de l'été 97, les forges sont reprises par Duferco contre des coupes dans les salaires et le licenciement de centaines d'ouvriers, dont tous les délégués rebelles de la FGTB. Quelques années plus tard, le haut-fourneau est éteint. Il ne reste aujourd'hui que le laminoir à froid, repris par NLMK, qui n'emploie plus que 300 personnes. La première, l'histoire continue. On évoque donc ce conflit social des forges de Clabec au milieu des années 90, en 1997 pour être précis, qui a mobilisé beaucoup à l'époque, notamment les médias qui ont suivi particulièrement ce conflit social. Alors, peut-être une première question avec vous, Jean-François Neven. Je rappelle que vous êtes chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles où vous enseignez le droit des relations collectives de travail. C'est la fin de cette histoire, en tout cas de cette séquence de conflit social. C'est un jugement qui est rendu par le tribunal pour ces faits d'occupation de l'autoroute, faits qui sont suivis, on l'a entendu, de violence, notamment envers les forces de l'ordre et le matériel des forces de l'ordre.
suspension du prononcé, non-lieu pour certains, alors qu'il y a quelques années, la FGTB a été condamnée pour un blocage d'autoroute, c'était à Cheratte. Je voudrais votre analyse là-dessus, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué en replongeant dans les archives. Voilà, la justice ne se mêlait pas de ce conflit social-là, en tout cas à l'époque, et il n'y a pas beaucoup d'ailleurs d'autres conflits sociaux de l'époque où la justice est intervenue. C'est exact. En tout cas, la justice pénale intervenait rarement dans les conflits sociaux. Et ici, on peut rétrospectivement considérer qu'il y a quand même eu une certaine clémence de la part de la Cour d'appel de Bruxelles qui a effectivement acquitté 9 des 13 prévenus et accordé la suspension du prononcé aux 4 autres. Alors, il y a des raisons techniques. Quand on lit l'arrêt, il n'est pas aussi clément que cela. Il y a quand même des attendus qui sont relativement durs à l'égard des prévenus. Néanmoins, malgré les difficultés techniques, malgré le délai, parce que ça joue aussi un rôle, hein, c'était 6 ans après les faits, ou quasiment 6 ans après les faits, que l'arrêt a été prononcé. Donc ça peut expliquer la clémence de la Cour. Néanmoins, c'est quelque chose, on pense que ça ne pourrait plus se produire comme ça actuellement. Oui, c'est ça. Et vous évoquez évidemment l'histoire de Cheratte, où là, effectivement, on a eu en 2021 un arrêt de la Cour d'appel de Liège qui doit être considéré comme exemplaire, et je le mets le mot entre guillemets, exemplaire dans la mesure où il était clairement destiné à donner un signal, à donner un exemple, et en tout cas à considérer que s'il y a à l'avenir encore des occupations ou des blocages d'autoroutes, ils seront sanctionnés et ils seront sanctionnés lourdement. Ce qui s'est passé dans l'arrêt de la Cour d'appel de Liège, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, une absence totale d'empathie par rapport au fait que c'est dans le cadre d'un conflit collectif que c'est intervenu. Donc là, le tribunal n'en tient absolument pas comme cause de justification, et pas non plus comme circonstance atténuante. Je dirais deuxième chose, une certaine stigmatisation de la présence des leaders syndicaux. La Cour dit, rien que par leur présence, ils ont activé, ils ont mis de l'huile sur le feu, en quelque sorte. Et puis troisième chose, et ça c'est un peu plus technique, mais la Cour d'appel a requalifié les faits. Donc en première instance, le tribunal correctionnel avait retenu qu'il y avait eu une entrave à la circulation simple, en quelque sorte, passible d'une peine maximale de 2 mois d'emprisonnement. Effectivement, ils ont eu 1 mois d'emprisonnement. Mais en appel, au début du procès, la Cour d'appel a requalifié les faits et a considéré qu'il y avait mise en danger de personnes et que donc la peine maximale, c'était plus 2 mois, c'était 10 ans. Alors effectivement, les peines d'emprisonnement n'ont pas été alourdies, les amendes ont été alourdies, mais le fait de requalifier les faits, c'est un signe qui a été donné par la Cour d'appel que dorénavant, la qualification qui serait retenue, ce serait la qualification de mise en danger d'autrui avec possibilité de peine de 10 ans, ce qui est énorme, et non pas une simple entrave à la circulation passible d'une peine beaucoup plus légère de 2 mois maximum. Donc il y a eu là un signal de la Cour d'appel de Liège qui a été très fort, qui a été confirmé, mais pour des raisons techniques, par la Cour de cassation et maintenant par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est en tout cas, à l'avenir, s'il y a encore des blocages d'autoroutes, il y aura probablement des poursuites, des sanctions, voire, si on suit la Cour d'appel de Liège, des syndicalistes qui iront en prison. Voilà. Alors que dans les années 90, ce ne fut pas le cas. Marc Sirleroux, sur ce contexte, alors moi sur les questions juridiques, vous plus sur les questions politiques, c'est vrai que ce conflit, il prend une ampleur, alors qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu Renaud Villevorde, et on va pas tous les citer parce qu'il y en a malheureusement eu beaucoup dans les années 90, mais celui-là, il explose vraiment très très fort, tant dans son aspect peut-être plus violent, notamment ce blocage de l'autoroute, mais aussi l'agression d'Alain Zenner. On a entendu les archives, elles sont assez glaçantes quand même. Mais en même temps aussi, dans l'opinion, on voit que cette fameuse marche multicolore pour l'emploi, elle rassemble très large. Comment vous l'expliquez ? Un contexte très particulier quand même dans les années 90, puisque les gouvernements de Hahn ont comme objectif de faire rentrer la Belgique dans les critères de Maastricht, pour rentrer dans la zone euro. Oui. Ça implique quoi ? Une certaine rigueur, pour ne pas dire une rigueur certaine au niveau de la gestion gouvernementale. Un plan global, comme ils le plan global qui était lancé, un gouvernement où on retrouve les socio-chrétiens
et les socialistes. D'où les accusations de trahison qu'on entend bien souvent ici dans les sorties, notamment de Roberto de Radio. Oui. Et puis il y a l'affaire du trou où les citoyens sont déboussolés, où ils n'ont plus confiance en la justice, en la police et d'une certaine manière en l'autorité, en se disant c'est pas possible ce qui vient d'arriver. On a l'impression à ce moment-là que tout part en vrille dans le pays. Et vous rajoutez là-dessus des conflits sociaux forts où des gens sont directement menacés de perdre leur emploi. Il faut quand même bien dire, quand vous voyez une manifestation de sidérurgistes, ce sont des manifestations qui ont du poids, qui ont de la force. Ça n'a rien à voir, pour ceux qui vont parfois sur le terrain comme journalistes, avec une manifestation d'enseignants qui est souvent plus gentille. Quand vous voyez... Les années 90, elles étaient beaucoup plus fortes. Mais alors, là aussi, on peut le rajouter. La communauté française n'a plus d'argent, les enseignants sont dans la rue, 3000 postes d'enseignants sont supprimés. Tout ce qu'on vient de raconter ici, c'est sur quelques années que ça se passe. Donc il y a un climat de méfiance qui s'installe dans la population, qui sont inquiets pour leur avenir d'un point de vue économique, inquiets en se disant l'autorité, ça ne fonctionne plus, ce qui peut expliquer ce mécontentement. Et puis, il y a un leader qui est derrière tout ça. Vous savez qu'ici, il est là, le Roberto de Radio, que certains appelaient le Che Guevara de Tlabec ou le Robin des Bois de Tlabec. Oui, il a eu beaucoup de noms, ouais. Il passe beaucoup dans les médias, il passe bien dans les médias. Vous avez parlé de son petit accent italien rocailleux qui passe bien en Wallonie, dans la Wallonie industrielle, de Liège à la Louvière en passant par Charleroi. Et beaucoup de gens se retrouvent en lui, et les inquiétudes pour la sidérurgie à l'époque se retrouvent partout. Coqueril-Sambre, qui est quand même le bastion Carolo et liégeois, est en train de glisser. À la Louvière, il y avait Boel, c'est en train de glisser, ils sont repris après par Hugo Vens. Mais ici, on va plus loin, parce qu'on parle directement de fermeture possible et de faillite. Alors, quand vous voyez ce contexte, ça peut expliquer facilement ce qui s'est passé et l'ampleur qui a été prise. Et puis, rappelons aussi que les médias étaient tout le temps là. Tout le temps. Tout le temps. Effectivement. Voilà. Donc ça veut dire que tous les jours, il y avait un suivi. De la marche blanche aussi. Oui. On dit, tiens, la marche blanche, c'est un signal. On a loupé quelque chose dans l'opinion d'un mouvement des citoyens. On n'écoutait pas. Méfiance. Le sentiment qu'on avait, mais vous avez raison, le sentiment qu'avaient les médias, c'est qu'on ne suivait pas suffisamment les citoyens, qu'on ne les écoutait pas. Ici, on se rend compte, il faut aller sur le terrain, il faut les rencontrer. Eh ben voilà, vous mettez tout ça, c'est un cocktail qui était quand même explosif, entre guillemets. Jean-François Neven, je reviens vers vous avec votre regard de juriste spécialiste des conflits sociaux. Ce qui est marquant, on rappelait les enseignants où il y avait aussi dans les grèves des années 90, des mobilisations assez dures qui ont conduit à des blessés, etc., à des conflits sociaux qui, j'ai l'impression, ont tendance à être plus apaisés aujourd'hui, en première analyse, en tout cas moins durs, mais en même temps, vous nous disiez une justice qui est parfois plus interventionniste, ce qui est quand même un paradoxe. C'est-à-dire qu'on va vers plus de, je ne vais pas dire de douceur, mais en tout cas plus d'apaisement dans les conflits sociaux, plus de civilité, si je dois le dire comme ça, je ne sais pas si c'est le bon mot, et en même temps une justice qui tape plus dur. Comment est-ce qu'on explique cet apparent paradoxe ? Peut-être que je pourrais revenir un instant sur ce que vous avez dit sur la dimension politique du conflit à Clabec. Je pense que les organisations syndicales étaient quand même dérangées par cette dimension. On l'a entendu avec le patron du syndicat qui vire Roberto de Radio. Et peut-être que je pourrais rappeler quels sont les points essentiels dans l'action syndicale pour les organisations syndicales. C'est en réalité un triptyque. C'est d'abord la liberté syndicale, donc la possibilité de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord avec le point de vue qui est exprimé par l'employeur, donc c'est la contestation, le contre-pouvoir. Le deuxième point, c'est la grève ou la menace de grève, qui vise finalement à créer un rapport de force pour arriver à la négociation. Et c'est ça qui est fort dans notre tradition sociale, c'est que les actions, traditionnellement, elles visent à créer un rapport de force avec une possibilité de négociation. Et c'est bien le problème auquel on est confronté actuellement, parce qu'on se rend compte qu'avec les interventions des tribunaux, qui valident les requêtes unilatérales qui sont introduites par les employeurs... Donc c'est quand il y a un piquet, on va en référer, grève, on va et on le fait référer, et on le fait. Ça a comme conséquence, et on l'a très bien vu dans le conflit d'Élèze, c'est que les organisations syndicales ne savent plus créer ce rapport de force minimum qui est nécessaire pour qu'on débouche sur une négociation. Et dans le cas de Deleuze, ce qui est très particulier, c'est qu'il y a eu un recours massif
aux requêtes unilatérales. Il y a eu plus de 30 ordonnances qui ont été accordées, parfois pour des longues périodes, à Delhaize, qui a eu comme conséquence qu'en pratique, tous les Delhaize du pays, de la mi-mars à l'automne 2023, étaient, entre guillemets, couverts par une ordonnance qui empêchait... Donc interdit de faire un piquet. Interdit de faire un piquet. Du coup, pas de rapport de force possible, et du coup, pas de négociation. Et le politique a eu beau, le ministre d'Hermagne a eu beau à l'époque désigner un conciliateur, essayer lui-même, ça n'a jamais pris. Et il n'y a jamais eu de négociation. Et toute l'opération s'est terminée sans que on aille à la table, si ce n'est tout à la fin, avec l'intervention de Robert Tollet. Mais c'était trop tard. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même imputable à ces interventions du juge, parce que le juge intervient par ses requêtes unilatérales essentiellement pour protéger le droit de propriété, donc le droit pour l'employeur d'exploiter sans entrave son magasin dans le cas de Delhaize ou son entreprise. Par contre, le juge n'est pas du tout sensible au fait qu'il devrait aussi protéger le droit pour les organisations syndicales d'arriver à ce qu'il y ait des négociations. Et c'est là qu'il y a un biais terrible dans l'évolution actuelle, c'est que du coup, il n'y a plus de négociations possibles dès qu'on ne peut pas faire un minimum de rapport de force. Mais alors, Marc Cyril-Leroux, on voit bien que du côté de la justice, il y a une évolution. Mais du côté de la société, peut-être aussi, la manière dont on évoquait ces mouvements sociaux, celui-là de Clabec, mais d'autres, est quand même bien différente de la manière dont on les comprend aujourd'hui, même dont on les médiatise aujourd'hui. Quand il y a un mouvement social, on met peut-être d'abord en avant l'impact que ça va avoir sur l'usager, ou le fait qu'on ne va pas pouvoir aller travailler si, par exemple, un zoning est bloqué, etc. À l'époque, c'était peu présent dans le traitement de la RTBF. J'ai été voir aussi d'autres journaux privés. C'était peu le cas également. On donnait beaucoup la parole aux travailleurs pour savoir, et d'abord, pour savoir pourquoi il y avait conflit. Ça, vous l'observez aussi, ce changement, donc pas seulement chez les juges, mais également peut-être dans les journalistes, de la manière dont on traite les conflits sociaux. Oui, mais des combats comme celui, ou des conflits sociaux comme celui de Clabec, tout le monde peut comprendre que des gens vont perdre leur emploi. Quand on fait une manifestation contre des mesures du gouvernement qui touchent aux pensions, qui touchent à l'index et des choses pareilles, c'est très global, c'est très général. Donc certains disent, ouais, on manifeste, mais enfin bon, allez, ça peut encore s'arranger. Oui, vous pouvez travailler jusque 58 ans. Quand c'est un conflit social qui touche directement une entreprise, son avenir et les emplois, la perception est différente. Et il faut quand même bien dire qu'on a fermé tellement d'usines industrielle depuis les années 90. On a parlé de la sidérurgie, mais si vous voyez Charleroi, l'autre grande entreprise qui avait ses Caterpillar fermée, et finalement la fermeture s'est passée, je ne sais pas comment le dire, mais paisiblement. Oui. Donc vous voyez qu'il n'y a plus les mêmes combats parce qu'il n'y a plus de grosses entreprises industrielles. Alors on parle la comparaison en disant il faudrait peut-être réindustrialiser la Belgique ou la Wallonie. Oui. Ben, écoutez, toutes les entreprises qui étaient là des entreprises industrielles, elles ne sont plus là. Et si vous prenez, je vous dis simplement Charleroi, on fait beaucoup de choses dans tout ce qui est pharmacie, on fait beaucoup de choses dans ce secteur-là à Charleroi, mais tout le reste, la sidérurgie n'existe quasiment plus et il n'y a plus Caterpillar. Peut-être votre regard de juriste là-dessus, alors ça vous éloigne peut-être vraiment de la spécialisation du juriste, mais ce message qui est quand même en creux, celui des travailleurs de Clabec, qui ressentent un abandon de l'Europe, un abandon des autorités régionales, et sans doute aussi des autorités fédérales à l'époque, le fait qu'on laisse partir des industries, des pans entiers de l'industrie, sans vraiment réagir. Ça résonne toujours aujourd'hui, Jean-François Neven ? Oui, on a eu la manifestation du 2 février 1997 qui était une réaction par rapport à ça. Donc on pouvait se dire qu'il y avait un certain soutien de la population par rapport à ça. Et il est clair que ça ne pourrait plus se produire aujourd'hui parce qu'il y a un certain défaitisme, je crois, par rapport à ces restructurations. Et puis je pense qu'il y a un problème de perception vraiment de l'action collective. Les gens perçoivent une grève simplement comme un mouvement de mauvaise humeur. Souvent corporatiste d'ailleurs. Souvent considéré comme corporatiste et ne voient pas qu'en réalité, une action de grève ou une menace de grève, ça vise à s'inscrire dans une dynamique de négociation. Que le but, c'est vraiment d'arriver à une négociation. Et ça, je pense que le public ne le comprend pas suffisamment. Ou le comprend moins qu'à l'époque. Ou le comprend moins qu'à l'époque. Peut-être que la presse relaie moins les suites de l'action
qui se passe alors dans le cadre de la négociation, et peut-être qu'à l'intérieur des organisations syndicales elles-mêmes, on a un peu perdu l'idée que une action collective, ça sert d'abord à mettre en place un rapport de force pour amener la partie adverse, amener l'employeur ou éventuellement le gouvernement autour de la table de négociation. Parce que le droit de grève, c'est un droit dont la finalité, c'est ça qui est inscrit dans les textes, c'est de soutenir le droit à la négociation collective. Les deux sont liés et c'est insuffisamment perçu comme tel dans l'opinion, me semble-t-il. Alors, Marc Cyril-Leroux, peut-être un aspect aussi peut-être plus politique avec vous, vraiment politique, alors les partis, la manière dont ça impacte l'opinion. Au moment où Roberto d'Orazio est lâché par la FGTB, devient un peu le rebelle et fait ce blocage de l'autoroute, il est notamment soutenu beaucoup à l'époque par des groupuscules de gauche radicale et ou d'extrême gauche, dont le PTB à l'époque. Est-ce que ça joue un rôle dans le succès qui est intervenu beaucoup plus tard, en 2008, à partir de 2009-2010 du PTB déjà? Parce que c'est vrai qu'en 1999, le PS va perdre sérieusement ces élections. Est-ce que cette affaire de Clabec, mais peut-être le contexte, a fait du mal aux socialistes? Oh, il a sûrement fait du mal, même si on se rappelle que le contexte de 99, il faut aussi rappeler les affaires. Le PS avait eu des problèmes avec le procès Augusta Dasso. Il y avait la dioxine. On a parlé de l'enseignement. Bon, il y a beaucoup d'enseignants qui se sont détournés du PS et qui ont voté écolo parce qu'ils n'ont pas accepté le choix du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Laurent Koelings de mettre des enseignants dehors. Donc, tout ça a joué. Mais il y a une question qu'on ne se pose plus dans le monde politique. Dans les années 90, rappelons, comme moment, la région wallonne a pensé recapitaliser les forges de Clabec. C'était Robert Collignon qui était ministre-président, et puis c'est l'Union européenne qui ne l'a pas voulu, c'était la Commission, mais ils ont pensé à ça. Ils étaient en partie actionnaires. Cockerill-Sambre, l'actionnaire et de loin principal, c'était la région wallonne. Aujourd'hui, vous imaginez, 25 ans plus tard, dire que la région pourrait encore porter des entreprises telles que celle-là. Il n'y en a plus beaucoup. On l'a fait pour les banques, mais c'était le fédéral. Pour une autre raison, parce que c'était inévitable. Et déjà maintenant, quand il faut trouver de l'argent, qu'est-ce qu'on dit? Il faut vendre les bijoux de famille. Sachant pas vraiment très bien comment ou quoi, mais en tout cas, c'est évoqué pour trouver de l'argent. À l'époque, les gens se retournaient, les syndicats et même le personnel se retournaient vers le monde politique en disant « Mais qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Est-ce que vous êtes prêts à investir pour nous ?» Il faut quand même bien dire que c'est l'État belge qui a sauvé la sidérurgie au début des années 80, la sidérurgie wallonne. Bon, ça a coûté cher après à la Wallonie, mais qui a repris les dettes de la sidérurgie wallonne pour créer Cockerill-Sambre. On n'imagine plus ça du tout aujourd'hui, 40 ans plus tard. Donc vous voyez, le rôle du politique a fortement changé là-dessus. On n'imagine plus non plus que les citoyens se tournent vers le politique en disant « Mais qu'est-ce que vous faites pour nous? Est-ce que vous allez reprendre l'entreprise ?» Mais non, il n'en est même pas question. Bon, merci Marc Cyril-Leroux d'avoir été avec nous pour évoquer donc ces forges de Clabec qui ont fait faillite en 1997. On va dire qu'il y a quand même, elles ont fait faillite, puis elles ont été reprises, se sont restructurées et qu'aujourd'hui il y a encore à peu près 300 personnes. Et ils dépendent du groupe russe NMLK. Voilà, à Clabec. Merci également Jean-François Neven. Je rappelle que vous êtes professeur à l'ULB, spécialiste de droit social et en particulier des conventions collectives de travail. Pour vos interprétations, on a bien compris avec vous comment notamment la justice avait évolué dans son regard, dans la manière dont elle traitait ces affaires depuis ces années 90. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. À la réalisation, Jonathan Rémy, et à la coordination, Émilie Malice.